Une fois de plus, bonsoir. Et aujourd'hui, nous allons nous entretenir sur la cartographie du couvert arboré et du couvert forestier, qui est un webinaire dans la série de webinaires euh, sous l'initiative, sous le programme Observation de la Terre pour pour le développement durable. Je suis Dan Kamenye, je suis à GAF, comme Justine l'a dit en introduction. Et je serai assisté de mon collègue Enrique, je ne sais pas s'il est déjà là. Bon, avant que nous ne commencions, je voudrais partager quelques mesures pour que la séance se déroule bien. Donc, il y aura une séance de questions-réponses prévue à la fin du webinaire. Donc, si au cours de la présentation, vous avez une question, n'hésitez pas à l'écrire dans les chats. Un autre point, la session sera enregistrée et le lien sera mis à votre disposition bientôt, dès que possible. Nous vous prions de fermer vos micros et vos caméras tout au long de la présentation. Et vous pouvez utiliser le chat durant la présentation si vous avez une question ou une information à partager avec le groupe. Vous pouvez l'écrire dans le chat. Bon, directement, je vais commencer à présenter le contexte de ce webinaire. Il s'inscrit sous le programme d'observation de la Terre pour le développement durable, qui est une initiative, comme Justine l'a dit, qui vise à soutenir les institutions financières comme la Banque mondiale ou la Banque asiatique de développement et leurs États clients à intégrer les bénéfices de la télédétection dans le développement de leurs opérations au niveau national et international. Donc ici, il s'agit principalement de démontrer de façon convaincante les bénéfices et les utilités des informations dérivées de la télédétection dans la thématique de gestion forestière, de fournir des services dans différentes régions, comme nous allons le voir plus tard. Il y a plusieurs régions, comme par exemple le massif de l'Amazonie, où c'est des forêts tropicales denses, ou encore des zones comme le Mozambique, où nous avons des forêts sèches. Donc, il sera question de fournir des services pour ces différentes régions-là, de s'assurer que les services et les produits soient orientés vers l'utilisateur. Parce que ces services ont une gamme variée d'utilisateurs qui vont du ministère en charge des forêts aux ONG ou aux universités même, ou aux banques, et de fournir un portfolio de services forestiers opérationnels, c'est-à-dire à jour, qui soit euh, euh, qui exprime ou qui montre l'information sur les forêts en temps réel et d'une qualité contrôlée. Et enfin, il s'agira de faciliter le transfert des technologies par le renforcement des capacités comme ce webinaire et l'ensemble des webinaires qui sont organisés dans ce sens. Donc ici, vous avez la liste de tous les webinaires qui sont organisés. Aujourd'hui, nous sommes là pour la cartographie du couvert arboré et du couvert forestier. Mais il y a également des webinaires sur la détection de l'exploitation des mines, la cartographie de la biomasse, la cartographie des mangroves et bien d'autres. Donc, vous pouvez aller sur le lien, le lien vers le site des webinaires pour vous enregistrer. Donc, la présentation est articulée autour de on va dire 4 points. Nous allons premièrement présenter les études de cas de la banque. Ensuite, nous allons faire une brève introduction sur les produits, puis nous allons aller en détail sur la méthode utilisée et les données utilisées. Donc, avant que nous ne commencions, on pourrait faire un petit sondage pour savoir avec qui nous sommes, de quel pays vous êtes. Je crois que Saya va partager le pool pour qu'on ait une idée à peu près de qui, bien de quelle région vous nous écoutez. Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à voir. OK. D'accord, c'est bon. Wow.
OK, on a déjà 2 réponses. 3 réponses. OK. Je n'arrive pas à lire les réponses. Est-ce que quelqu'un arrive à lire les réponses? 7 réponses déjà. Oui, oui, on a des personnes de France, donc c'est moi qui ai répondu. OK. Cameroun, Centrafrique, après Sophie Patience, je ne sais pas du coup, comme, elle n'avait pas répondu, avec le pays. On a 7 réponses pour l'instant. D'accord. On va attendre encore quelques secondes et puis on va entrer dans le vif du sujet. Ça marche. D'accord, je crois qu'on a 8 réponses. Il n'y a personne d'Asie? Non. Personne en Amérique latine? Non plus. OK, nous allons, avancer en présentant le premier point qui est les cas d'utilisation des banques. Il s'agit, dans ce il s'agit de montrer ici comment la télédétection ou l'observation de la Terre peut contribuer, à la surveillance du couvert forestier et des variations dans le couvert forestier dans différentes régions dans le monde et d'introduire aussi la méthodologie et les données utilisées pour générer les différents produits dérivés de l'observation de la Terre, de montrer l'utilité des informations dérivées de la cartographie du couvert arboré, des changements du couvert arboré et bien sûr aussi de la cartographie du couvert forestier. Donc, comme vous pouvez le voir sur la carte, le programme a été implémenté et est implémenté dans 3 continents. En Amérique latine, nous avons le plus large programme qui est le programme d'initiative des paysages de l'Amazonie. Un instant. Et nous avons le programme forestier du Paraguay. Nous avons le programme de réduction des émissions en Côte d'Ivoire autour du parc national de Taï et au Congo, en République du Congo. Nous avons le programme forestier des paysages d'Omorio en Éthiopie et le programme de gestion intégrée des paysages forestiers les paysages de Zambésia en Mozambique et le programme d'investissement forestier 1 en Indonésie. Donc, ici, l'Amazonie, c'est le plus grand massif forestier mondial qui est sous pression pour les principaux moteurs de la déforestation étant la production de soja et l'élevage, on va dire l'élevage. Et le projet dans cette zone est financé par la Banque mondiale et il est divisé en 2 phases. La première phase visait à protéger la biodiversité d'importance mondiale. Ici, il s'agissait principalement de développer de nouvelles aires protégées, de renforcer les aires protégées existantes et d'assurer la survie des aires protégées en mettant à leur disposition les moyens nécessaires. Et encore à la deuxième phase, il s'agissait d'améliorer la gestion intégrée des paysages dans les zones cibles. Nous avons par exemple ce programme dans la zone, le site transfrontalier de la rivière, du bassin de la rivière de Putumayo, Issa, qui couvre 4 pays, le Brésil, le Pérou, l'Équateur et la Colombie. Au Paraguay, le projet est dirigé aussi, le projet forestier du Paraguay est dirigé par la Banque mondiale et il vise à soutenir l'Institut national de foresterie et favoriser l'adoption de la réforestation et la restauration des paysages. Ici aussi, les forêts sont sous pression à cause de l'élevage des bovins. Et ici, le projet vise une série d'activités qui visent à développer des standards, un peu comme des certifications, pour pouvoir avoir assuré et garantir et démontrer une production durable et une gestion durable des paysages. En Côte d'Ivoire, c'est le
premier programme RED+, qui est dirigé par la Banque mondiale en partenariat avec le secrétariat exécutif permanent RED+, au niveau national. Et la Côte d'Ivoire est un cas intéressant parce qu'ici, la forêt, enfin, il y a presque plus de forêt. Donc, entre 1960 et 2000, plus de 80% du pays, plus de 80% du couvert forestier a été détruit. Et ici, ce projet vise à implémenter un cercle vertueux où les efforts visant à réduire la déforestation ou à promouvoir des activités contre le changement climatique sont récompensés. Également, dans ce projet, la première phase, les services de ce projet ont aidé à améliorer la phase 1 enfin, aider dans la révision du niveau d'émission pour la phase 1 du projet RED+. Au Congo, le projet est développé dans les départements de la Sanga et du Likwala et il est dirigé également par la Banque mondiale. Ici, il vise à assurer le paiement et la réduction des gaz à effet de serre et à veiller sur la distribution de ces revenus ou de ces bénéfices en fonction du plan de partage des bénéfices. Les activités ici principalement visent à une exploitation durable des sociétés forestières dans la zone afin qu'elles aient une exploitation à faible impact environnemental et à réduire les émissions des palmeraies tout en améliorant la gestion des aires protégées. En Éthiopie, le programme forestier des paysages de Romeo est financé et dirigé par la Banque mondiale et vise à réduire la déforestation et la gestion forestière qui, pour la plupart, sont issues de l'élevage. Et le programme vise principalement des activités. Le programme ou le projet permet les investissements pour améliorer les conditions et les activités et assure le paiement des réductions d'émissions. Au Mozambique, c'est le programme de gestion intégrée des paysages du Zambésia, qui est un programme, le premier programme juridictionnel RED+ conçu par le gouvernement et qui vise la réduction des émissions, et bien évidemment, mais aussi l'amélioration des conditions de vie des populations résidentes. Ici, ce programme a plusieurs projets et dans le cas de EO4SD, nous avons le projet d'investissement, ici les projets 2 et 3, sur le projet d'investissement forestier du Mozambique et projet de développement des zones de conservation de la biodiversité. Et ici, ces projets, le premier projet d'investissement forestier, vise à améliorer les pratiques et à améliorer l'environnement pour la gestion des terres et des forêts dans les paysages cibles. Et le projet de conservation vise à augmenter l'efficacité de la gestion des zones de conservation et améliorer les conditions de vie des populations résidentes. En Indonésie, c'est la première phase du programme d'investissement forestier qui est financé par la Banque asiatique de développement et il vise à soutenir le développement indonésien et les peuples autochtones dans la gestion durable des forêts. Ici, les investissements sont principalement orientés vers la communauté en vue de réduire la pression sur les forêts et en soutenant des activités alternatives. Donc, le projet vise à mettre en œuvre les projets pilotes RED+, mais aussi à soutenir et à renforcer les capacités techniques des unités de surveillance forestière au niveau du district, au niveau des provinces, et aussi à harmoniser les politiques au niveau infranational sur la RED avec les politiques nationales. Donc, ça, c'était en bref les cas d'utilisation des banques. Et maintenant, nous allons passer aux produits, description brève des produits. Mais avant de passer à la description brève des produits, nous allons avoir un autre pôle de questions pour savoir comment est-ce que la télédétection dans vos différents pays, comment est-ce qu'elle est intégrée dans la gestion forestière. Ouais. Comment est-ce que vous intégrez l'observation de la Terre dans le suivi de vos forêts? On a reçu plusieurs pays, la France, le Cameroun et bien d'autres.
nous utilisons les données et les cartes libres d'accès. OK. Nous utilisons les systèmes libres, Google Earth Engine, CEPAL pour le traitement des données. OK. Pour le moment, nous n'avons que 2 réponses. Nous nous servons des alertes de déforestation du Global Forest Watch. OK. Je crois que ça, c'était pas parmi nos options. Merci, Sophie, pour ta réponse. Bon, plus que quelques secondes et puis nous allons avancer. D'accord, nous allons continuer, mais s'il vous plaît, vous pouvez toujours continuer de répondre aux questions dans le chat ou répondre dans le poll qui a été partagé. Donc, le prochain point, c'est de présenter, faire une brève introduction, une brève présentation des différents produits. Et avant cela, nous allons partager quelques définitions, histoire que nous parlions de la même chose ou que nous comprenions les choses de la même manière. La première, c'est la définition de la forêt. Selon la FAO, la forêt, la définition de la forêt contient 3 paramètres. Il s'agit d'une superficie minimale, hauteur minimale des arbres et le couvert arboré. Donc la FAO dit que une forêt est un espace de terre d'une superficie d'au moins un demi-hectare, où les arbres peuvent atteindre une hauteur de 5 mètres à maturité et fournir un couvert arboré d'au moins 10%. Maintenant, cette définition varie en fonction des pays. En République du Congo, par exemple, la hauteur minimale des arbres est réduite à 3 mètres et le couvert arboré est de 30%. En Côte d'Ivoire, la superficie minimale est de 0,1 hectare et le couvert arboré est de 30%. Et au Mozambique, la définition selon la FAO est utilisée. Maintenant, dans le cadre de cette initiative du programme EU4SD, les définitions nationales sont acceptées, sont utilisées, mais lorsqu'il s'agit des programmes transfrontaliers, comme c'était du programme de gestion des paysages de l'Amazonie, c'est la définition de la FAO qui est prise en compte. Et sur cette base, la déforestation donc se définit comme un processus au cours duquel un espace qui était une forêt devient non-forêt, soit en réduction de l'espace, réduction du couvert. Et la dégradation se définit comme processus au cours duquel la santé biologique d'une forêt est diminuée, par exemple par la collecte du bois. Et le couvert arboré, c'est la distribution spatiale des arbres dans une région donnée. Et le couvert forestier se base sur la définition de la forêt pour classer si un groupe d'arbres, pour décider ou définir si un groupe d'arbres est une forêt ou simplement ce qu'on va appeler des arbres hors forêt, comme par exemple un système agroforestier ou une verdure urbaine, une forêt urbaine, quelque chose comme ça. Ouais. Donc, pour ce qui est du couvert arboré, c'est un produit qui est directement dérivé des données satellitaires de haute résolution. Ici, le pixel, les données sont converties, sont classées en 2 classes. Il y a une classification binaire qui est faite où chaque pixel est classé comme étant arbre ou non arbre. Donc ici, les informations sont fournies sur une base régulière, c'est-à-dire à une résolution de 10 mètres. Principalement, ici, nous utilisons Sentinel-2, qui permet d'avoir une image, la constellation Sentinel
2A et 2B permettent d'avoir une image tous les 5 jours, je crois. Oui, tous les 5 jours. Et une résolution spatiale à une résolution spatiale de 10 mètres. Donc ici, la carte, comme vous pouvez la voir ici à droite, n'a que 2 classes. Arbre en vert et non arbre en jaune, orange. Oui. Et la précision est généralement plus de 85%. Et c'est une carte qui est fournie de façon annuelle. Ça, c'est notre premier produit, le couvert arboré. Maintenant, le couvert, la densité du couvert arboré est aussi dérivée des données satellitaires de haute résolution. Ici, par données satellitaires de haute résolution, je parle de Sentinelle. Mais nous utilisons aussi pour ceci, peut-être j'anticipe un peu sur la prochaine section. Parlant des données de référence, il y a des données que nous appelons très haute résolution, et j'en reviendrai plus tard. Et ici, la densité du couvert arboré classifie le pourcentage de la couverture arborée dans chaque pixel. Donc, il va donner une carte où chaque pixel a une valeur entre 0 et 100, représentant la proportion de la couverture arborée dans ce pixel. Comme nous pouvons le voir sur cette carte, les faibles valeurs vont de gris en passant par le jaune, et les grandes valeurs sont d'un vert foncé presque noir, qui exprime le pourcentage de couverture arborée. Ici, quand Sentinel-2 est utilisé, les données peuvent être fournies sur une base régulière à 10 mètres de résolution. Et principalement, les données utilisées sont Sentinel-2. L'intervalle de données est de 0 à 100, représentant le pourcentage de couverture arborée. La précision aussi est supérieure à 85% et les cartes sont fournies de façon annuelle. Le troisième produit, c'est le couvert forestier, le changement du couvert forestier. Donc, avant de cartographier, avant de produire ce produit, il faut appliquer la définition de la forêt. Ici, ce produit prend en compte 2 paramètres. La couverture de la canopée, c'est-à-dire il faut que le pourcentage du couvert forestier soit supérieur à 10 mètres et il faut que la zone soit plus d'un demi-hectare. Plus d'un demi-hectare, c'est-à-dire au moins 5000 mètres carrés. Si nous travaillons avec Sentinelle, ça veut dire 70, presque 71 fois 71, c'est-à-dire environ 7 pixels. Ça c'est la plus petite unité cartographiable. C'est-à-dire on applique donc ces 2 paramètres pour passer d'une carte du couvert forestier, densité du couvert forestier, densité du couvert arboré à la superficie forestière. Et les pixels qui valident ces conditions sont classés comme forêt, tandis que les autres sont classés comme autre type d'utilisation de terre. Donc ici, comme on peut le voir et comme on va revenir, c'est à peu près cette transition qui permet de passer de l'image sentinelle jusqu'à ce qu'on ait la carte de la superficie forestière. Donc, le couvert forestier correspond à la surface de la forêt à un moment donné, tandis que le changement du couvert forestier correspond à la différence entre 2 dates qui permet de détecter la déforestation entre 2 dates ou la régénération. Ici, ce produit utilise Sentinel 1 et 2 et les données Landsat 5, 7. Landsat 4, 5, 7. La résolution spatiale peut aller jusqu'à 10 mètres et les forêts et les classes sont forêt, non forêt. Pour ce produit, nous avons une précision autour de 90%. Les applications sont diverses. Donc, ce produit peut être utilisé pour l'évaluation des données d'activité REDD+, c'est-à-dire surveiller la déforestation, surveiller la dégradation des forêts, évaluer les stocks de carbone. Il permet de déterminer les taux de déforestation brute
de faire une évaluation comparative des systèmes d'alerte et de déforestation et de perturbation de la forêt, de planifier la restauration des paysages et aussi une RAID plus basée sur la communauté, c'est-à-dire d'identifier les endroits où les populations ont plus d'impact et ainsi localiser les zones où il faut intervenir. Maintenant, nous allons entrer dans un peu plus de détails sur comment les produits sont fournis. Et avant que nous ne passions à ces détails, nous avons encore une série de questions. Quelles sont les données que vous utilisez dans le différent développement des produits pour le suivi de vos forêts? Quelles sont les sources de données satellitaires que vous utilisez? Je crois que la question est dans les chats. Est-ce que c'est Sentinel-2? Est-ce que c'est Sentinel-1? Est-ce que c'est une combinaison des deux? Est-ce que c'est Landsat? Est-ce que c'est Planète, les données Planète? Est-ce que vous avez d'autres données? Peut-être des drones, des photographies aériennes ou autres? On va laisser peut-être 1 ou 2 minutes pour que chacun puisse contribuer. OK, Sentinel-1, Sentinel-1. Sentinel-2, OK? Planète drone, OK. D'accord. Encore quelques secondes et puis nous allons avancer. D'accord. Nous allons continuer avec la description du produit. S'il vous plaît, si vous n'avez pas répondu, nous vous prions de répondre, à participer au pôle, à partager avec nous votre expérience. Pour ce qui est de la description du produit, ici nous avons les étapes qui permettent de quitter de notre image satellitaire à notre carte du couvert arboré, de la densité du couvert arboré et du couvert forestier. Donc l'image est téléchargée de différentes plateformes, soit directement de Earth Data ou alors d'autres plateformes comme Google Earth Engine, CEPAL, dont les images sont téléchargées à niveau de processing 2A et où les pixels représentent la reflectance au niveau du sol. Donc l'image est mosaïquée et crop, rognée en fonction de la zone d'intérêt. Et ici, c'est en fonction des zones où nous nous trouvons. L'acquisition est parfois délicate parce que dans certaines zones comme au Mozambique, pour les forêts sèches, parfois, la période, les arbres perdent leurs feuilles et ils obtiennent leurs feuilles en saison de pluie. Et c'est aussi à cette période qu'il y a les nuages. Donc, dans certaines régions, ça reste challengeant, ça reste un peu difficile. Donc, ce que nous faisons, nous associons Sentinel-1 à Sentinel-2 et à d'autres sources d'informations. Une fois que ce pré-processing a eu lieu, nous avons dans notre image qui est prête à l'analyse. Pour la classification, il s'agit d'une classification supervisée où nous utilisons les données de référence de Planète, qui a une résolution autour de 4,77 mètres, ou alors les données
Maxar qui ont une résolution qui peut aller jusqu'à 30 cm dans certaines régions. Donc, les données, c'est une classification supervisée qui permet le passage de notre carte où nous avons les valeurs des pixels à une classification binaire arbre, non arbre. Cette classification représente notre carte du couvert arboré. Dans ce cas précis, nous avons utilisé l'algorithme de machine learning. Machine learning, random forest, qui nous a permis de faire cette première classification. Une fois que la carte du couvert arboré est donnée, elle permet déjà d'éliminer les zones qui ne sont pas boisées. Donc, nous avons une carte de zones boisées et zones non boisées. En utilisant cette même image de départ, cette image sentinelle, nous utilisons maintenant comme données de référence des images de très haute résolution. Comme j'ai parlé tout à l'heure des images Maxar, qui ont une résolution inférieure à 1 mètre, qui nous permet d'estimer et de quantifier la proportion de la couverture arborée pour chaque pixel. Nous allons voir exactement comment cela se fait dans les prochains slides. Et une fois que cela a été quantifié, nous appliquons également notre algorithme de Random Forest pour estimer la proportion, le pourcentage de la couverture arborée pour chaque pixel. Une fois que cette carte nous donne la densité de la couverture arborée. Pour que nous passions donc de la densité de la couverture arborée à la carte de la forêt, nous appliquons la définition de la forêt. Par exemple, une définition, ça peut être celle de la FAO, ça peut être celle du pays, comme nous avons vu par exemple pour la Côte d'Ivoire ou pour la République du Congo. Et cette définition inclut un minimum pour la FAO, ça c'est le cas de la FAO, minimum demi-hectare, la densité du couvert forestier supérieure à 10%. Lorsqu'il s'agit de ce genre ligniforme, cette pattern, cet arrangement spatial ligniforme, il faudrait qu'il soit au moins de 20 mètres de largeur et on essaye d'exclure les plantations comme les tree plantation, les plantations de fruits ou d'autres formes d'utilisation de terres anthropiques. Donc ici, par exemple, vous voyez, on a une carte où nous avons la densité du couvert arboré, mais lorsque nous appliquons ces définitions, beaucoup de ces espaces ne sont pas classés comme forêt. Donc là, nous avons uniquement la classification forêt, non forêt. Donc, pour parler plus spécifiquement du couvert arboré, ici, nous avons une carte qui présente le couvert arboré et le changement du couvert arboré. Parce que comme on peut le voir en la légende, nous avons perte de la couverture arborée et gain du couvert arboré, qui traduit ici la différence entre deux périodes. Donc, cette carte est utilisée comme input pour déterminer la superficie forestière. Et ici, permet de déterminer dans notre zone d'intérêt où sont les espaces boisés. Et en faisant la différence entre 2 années, nous pouvons également localiser des zones où il y a eu gain du couvert boisé, comme nous avons ici en vert, jaune, vert clair, ou alors des zones où nous avons perdu du couvert arboré, comme ici en rouge. Également, on identifie d'autres types de couverture de sol. Ici, ça ressemble vraiment à une rivière. Mais ça pourrait aussi être des terres nues, des villes ou d'autres types de couverture de sol. Donc, pour le développement de ce produit, pour ce faire, nous avons parlé premièrement du pré-traitement qui se fait avant d'appliquer une quelconque analyse ou un algorithme dessus. Mais nous pouvons également générer des caractéristiques temporelles. Donc, si nous utilisons des données optiques, nous pouvons dériver des indices de végétation. Et si nous utilisons des données radar, nous pouvons déterminer des informations reliées
à la rétrodivision de l'imagerie radar, comme les paramètres de texture, etc. Donc, ces éléments sont utilisés et une série de statistiques est appliquée afin de déterminer quels sont les paramètres qui permettent de façon précise de décrire notre lieu d'observation. Ceci permet de limiter la charge de calcul aux paramètres qui sont les plus importants avant de procéder au processus de classification. Donc ici, nous avons parlé des caractéristiques temporelles simples comme basées sur des observations valides, comme j'ai parlé des indices de végétation, mais également ça peut être plus compliqué dans le cas où il y a par exemple une forte saisonnalité. J'ai parlé précédemment des zones au Mozambique où les arbres perdent leurs feuilles. Donc ici, il faut définir des paramètres temporels en fonction des fenêtres de temps au cours de l'année où il est possible d'observer ces caractéristiques pour pouvoir nous permettre une classification plus précise. Ça, c'est en quelques points la cartographie du couvert arboré. Nous avons dit qu'il nous permet de déterminer la distribution spatiale des arbres dans une zone donnée. Et la couverture arborée n'est pas la couverture forestière. Elle est un intrant, un input pour pouvoir déterminer la couverture forestière. Et elle permet de déterminer les zones boisées. Ça veut dire avec la carte du couvert arboré, nous savons quelles sont les zones boisées et des zones non boisées. Nous allons maintenant passer au deuxième produit qui est celui de la densité du couvert arboré. La densité du couvert arboré, comme nous l'avons dit, permet de déterminer le pourcentage de couverture arborée au niveau du pixel et il est utilisé pour définir et déterminer la couverture forestière. Ici, nous avons une carte qui nous montre le pourcentage de la couverture arborée dans une région, je crois que c'est au Mozambique, et nous voyons sur une échelle de 0 à 100 comment est-ce qu'est distribuée la densité des arbres. Nous avons là des zones de forte. Je ne sais pas si on voit mon pointeur. Je crois qu'on doit pouvoir le voir. Nous avons ici des zones de très forte densité de couvert arboré. Et ici, nous avons des zones, une couverture arborée plutôt pas trop spéciale. Donc, c'est cette carte que nous avons à l'issue de une carte type de la densité du couvert arboré et comment est-ce qu'elle est produite. Les données de référence ici sont des données de très haute résolution, inférieure à 1 mètre, d'une résolution inférieure à 1 mètre, pour pouvoir permettre d'estimer la proportion d'arbres dans chaque pixel. Donc, il faut que pour définir dans ces données de référence, on doit utiliser des images satellitaires de très haute résolution avec des échantillons répandus sur toute la zone d'étude et couvrant tous les types de forêts et les zones de transition, tous les types de couverture forestière ou de couverture des sols. Donc, une fois que nous avons cette zone ces images de haute résolution, la proportion d'images pour chaque pixel est calculée, est estimée, soit de façon manuelle, on peut manuellement définir et essayer de quantifier, soit en délignant ou avec d'autres méthodes. Et, ou alors, on peut utiliser la segmentation. C'est précisément ce que nous avons utilisé, ce que nous utilisons ici à GAF, où sur une image et dans une zone d'intérêt, on quantifie, on dessine les segments qui représentent la couverture arborée et en fonction de la résolution de l'image, Sentinel-2 par exemple, et des segments, on estime la proportion de couverture de chaque segment dans l'image. Donc, cette méthode peut être faite de façon manuelle ou de façon automatique et le résultat sera la même chose, devrait être la même chose. Donc, ici, nous avons donc à la fin de ce processus
une estimation de la proportion de la couverture arborée pour chaque pixel que nous introduisons dans un algorithme comme Random Forest qui permet maintenant d'estimer la proportion du couvert arboré, comme on le voit ici dans cette image, pour chaque pixel de notre image de départ. C'est exactement ce que nous avons ici. Et ici, nous avons ici une image du Mozambique où nous avons déjà appliqué le seuil de 10%. Ici, tous les pixels avec un couvert végétal de moins de 10% ont déjà été éliminés. Et cette carte est très utile pour les zones forestières, très applicable aussi, zones de forêt humides et zones de forêt sèches. Ici, aucune définition n'est encore appliquée. Et avec cette carte, elle permet une variété d'applications. Par exemple, de savoir où est-ce qu'il y a dégradation des forêts, en observant, par exemple, la variation de la densité de la couverture forestière dans un espace, en identifiant les zones où il faut appliquer, planifier des programmes de restauration des paysages, c'est-à-dire des zones où il y a un faible couvert forestier, ainsi de suite. Donc, en conclusion, la densité du couvert arboré peut être utile pour plusieurs applications. Et elle est un input pour le développement du produit couvert forestier, qui nécessite bien sûr l'application de la définition de forêt. Pour pouvoir développer la densité de la couverture arborée, il faut des images satellitaires de très haute résolution, de moins d'1 mètre, de résolution de moins d'1 mètre. Et la période d'acquisition est très déterminante. Comme nous avons parlé des zones de forêt sèche, les arbres perdent leurs feuilles en saison sèche. Et ici, une carte donne une carte arbre, non arbre, qui est dérivée de la densité du couvert. Et est le principal, ce produit est le principal input pour déterminer la couverture forestière. Donc ça, c'est pour ce qui est des différents produits. Je crois que, ouais, nous pouvons encore poser une question. Peut-être c'est la dernière, pour essayer de connaître un peu quel est le seuil du couvert forestier en fonction des différents pays. Comment est-ce que le seuil minimal de couverture arborée est défini dans votre pays? Est-ce que c'est comme celui de la FAO 10%? Est-ce qu'il est moins? Ou est-ce qu'il est plus? La question est dans le chat, s'il vous plaît. 10%, OK. OK. Ah, majoritairement 10%. Intéressant. Nous allons attendre encore quelques secondes avant de poursuivre. 10%. D'accord. Nous allons continuer avec le prochain produit qui est le couvert forestier et le produit dérivé qui est le changement du couvert forestier. Je vais le redire encore. Le couvert forestier n'est pas le couvert arboré.
le couvert arboré nous donne uniquement la distribution spatiale des arbres, tandis que pour parler de couvert forestier ou superficie forestière, il faut appliquer une définition de la forêt. Et dans le processus RED+, les définitions de la forêt doivent être en accord avec l'accord doivent suivre les règles, le cadre défini par l'accord de Marrakech, c'est-à-dire la superficie minimale doit être entre 0,05 hectares, 0,05 et 1 hectare. Les arbres doivent avoir une hauteur entre 2 et 5 mètres et la zone doit avoir une couverture arborée entre 10 et 30%. Maintenant, la définition de la couverture des sols sont basées sur les lignes directrices du GIEC, dont nous avons mis ce lien pour ceux qui sont intéressés. Et partant de la carte de densité du couvert arboré, lorsque nous appliquons la définition de la forêt, nous avons vu qu'il faut, suivant la définition de la FAO, superficie minimale d'un demi-hectare, 500 mètres carrés, couvert arboré minimal de 10%, pour des distributions spatiales en forme de cette forme, le mot m'échappe, il faut avoir une largeur d'au moins 20 mètres et exclure toute utilisation de sol d'origine anthropique. Donc, sous cette définition, nous voyons ici en bas, sur la ligne d'en dessous, comment nous passons de la carte de densité du couvert arboré dans une zone, cette zone-ci, en appliquant la définition de forêt, nous avons donc la densité du couvert arboré dans cette zone. Et maintenant, nous faisons une classification binaire, c'est-à-dire nous convertissons cette zone de forêt nous convertissons cette carte en zone forêt, non forêt. Dans ce processus, toutes les formes de forêt sont unies ou mélangées ou regroupées sous le terme global forêt. Donc, ici, nous n'avons plus les forêts vertes ou forêts classées ou forêts dominées par telle espèce. Ici, toutes ces formes d'utilisation ou de couverture de sol sont définies comme forêt. Donc, nous avons une carte à la fin, forêt, non forêt. Donc, pour ce qui est du couvert forestier, en calculant le couvert forestier entre deux dates, nous pouvons déterminer les taux de déforestation et les taux de croissance brute qui peuvent être utilisés maintenant pour développer des systèmes d'alerte de déforestation ou de perturbation des forêts. Et ici, ce produit a deux capacités connexes. C'est-à-dire, premièrement, il permet de connaître la superficie ou l'étendue des forêts à un moment donné. Comme je l'ai dit précédemment, toutes les catégories de forêts sont regroupées sous l'appellation forêt. Ou alors, quand il est calculé entre deux dates, permet de voir le changement du couvert forestier, qui permet aussi d'identifier les zones de forêt stables et les zones de forêt non stables ou bien perturbées. Le couvert forestier est utilisé ou peut être utilisé pour l'évaluation des activités, l'évaluation des données d'activité pour la RED+, pour l'analyse ou le suivi de la déforestation et la dégradation des forêts, pour la gestion durable des forêts, pour la restauration des paysages forestiers, pour l'estimation de la biomasse, estimation des stocks de carbone, ou pour le planning, la planification de la gestion forestière. Ça, c'est pour ce qui est du couvert forestier. Donc, nous avons parlé de la couverture arborée, de la densité de la couverture arborée et du couvert forestier. Mais en plus de ces produits, chaque produit est livré avec des données auxiliaires. Nous avons des rapports, des analyses spatiales et statistiques et les métadonnées. Donc, pour chaque produit, chacun des trois produits que nous avons présentés, une documentation sur comment est généré le produit est fournie, une description du produit, une description de chaque étape de
création du produit. Une description de l'application, de l'opération du service est aussi fournie dans le rapport. Nous avons des analyses spatiales, c'est-à-dire calculer la superficie, comme nous pouvons le voir ici. OK, ça c'est les rapports, à quoi ils ressemblent. Nous avons des analyses statistiques, quel est l'espace, la superficie forestière à un moment donné, quel est le taux de déforestation, quelles sont les zones où les forêts sont le plus déforestées ou dégradées. Donc, nous avons un ensemble de ces données, ces analyses spatiales et statistiques sont fournies sous forme de tableaux, de tables, de chartes, ainsi de suite, documentées dans un rapport PDF. Et nous avons les métadonnées qui donnent un ensemble de définitions, de précisions sur les données qui sont utilisées, sur le contenu, la source de données, etc., etc. Maintenant, parlons de la vérification. Comment nous développons comment nous validons le produit. Donc, le système de vérification est basé sur deux systèmes d'échantillonnage. Premièrement, dans la zone d'étude, nous définissons des unités d'échantillonnage primaires que nous voyons ici en jaune, qui représentent environ 1% de la superficie de notre zone d'étude. Donc, il est défini en utilisant des unités d'échantillonnage de 5 km. Et maintenant, nous avons à l'intérieur de ces unités d'échantillonnage primaire, nous avons des unités d'échantillonnage secondaires que vous voyez ici en rouge. Et ces unités d'échantillonnage secondaires sont calculées en fonction de la couverture des classes dans la classification, en fonction du type d'utilisation de terre. Et ces données sont comparées en utilisant dans ce système. On a les données classées et on a les données réelles sur notre image de très haute résolution. Et maintenant, nous les comparons dans une matrice de confusion. Nous avons sur la colonne, je crois, les données classées et sur la ligne des données de référence, les données issues de notre image de très haute résolution. Sur la base de notre échantillonnage, nous calculons la précision globale, les intervalles de confiance, la précision de l'utilisateur, la précision du producteur, de l'opérateur. Et toutes les références sont données ici pour plus de détails sur la méthode. Et l'unité de cartographie ici, comme nous parlons du couvert forestier, l'unité minimale d'échantillonnage est de 0,5 hectares, c'est-à-dire, comme on a calculé, environ 7 pixels par 7 pixels, environ 70 mètres. Et pour le Mozambique, voici une matrice de confusion. Donc, comme je disais, sur la colonne, nous avons les données classées, arbres, non arbres. Sur la ligne, nous avons les données de référence issues ou bien retirées de l'images de très haute résolution, arbres, non arbres. Et puis, nous avons un total de 600 échantillons. Puis, nous voyons la précision de notre classification. Pour ce cas, nous avons atteint une précision de 88%. Dans un intervalle, l'intervalle de confiance varie entre 86 et 91%, qui est plutôt bon. Et nous avons également ensemble fourni la précision d'utilisateur et la précision du producteur avec leur intervalle de confiance. Donc, pour la précision du producteur, dans ce cas, nous avons une précision de 89% pour la détection d'arbres, dont une erreur d'environ 11%. 11%, erreur d'omission, environ 11%, donc 100 moins 89, je crois que c'est 11%, quelque chose comme ça. Et pour la précision de l'utilisateur de 88%, qui est un peu comme l'erreur interne dans la carte, ou une erreur de commission d'environ 12%, je crois, autour de 12%. Donc, c'est à peu près à ça que ressemble la matrice de confusion dans les rapports
pour les différents produits que nous avons présentés. Maintenant, quelques exemples d'applications pour la RED+ et la MRV, qui est mesure, rapport et vérification. Ces données, ou bien la télédétection, permet l'évaluation d'activités, c'est-à-dire en utilisant des cartes de couverture forestière à différentes périodes, il est possible de déterminer il est possible de cartographier la déforestation. Par exemple, ici, nous avons une carte de 2010 et une carte de 2020 où nous voyons l'évolution de la déforestation et la dégradation des forêts. Ces cartes combinées avec des activités de terrain permettent d'estimer les superficies, les superficies de changement et aussi les mesures des stocks de carbone dans ces superficies qui permettent d'évaluer le facteur d'émission ou bien d'actualiser ce facteur d'émission. Et enfin, la télédétection peut également permettre le développement des capacités et le transfert des technologies dans le cadre de la RED+, par l'application des différentes méthodes d'analyse, comme nous avons parlé précédemment, et au cours des formations, comme par exemple ce webinaire que nous sommes en train de faire. C'était en quelques mots, j'espère que je n'ai pas été trop long ou que j'ai été suffisamment clair. Je vous remercie pour votre attention et je pense que nous pouvons passer à la séance de questions-réponses s'il y en a.